Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est dans la région toulousaine. Alors je suis avec Gilles. Gilles, c'est pas n'importe qui. Bonjour Gilles. Bonjour Alexandre. Gilles, c'est quelqu'un qui a beaucoup participé à mes débuts dans mon histoire immobilière. Gilles, je l'ai rencontré en 2008. C'est un courtier bancaire. Courtier en crédit, tout à fait. Voilà. Alors Gilles, il a une petite histoire avec moi, c'est que vous vous en souvenez en détail au fait ou en 2-3 mots? Pas mal, oui, tout à fait. Je me rappelle beaucoup de choses, effectivement. Alors moi j'aimerais juste une petite chose, est-ce que vous pourriez raconter le début de notre histoire? Parce que finalement, c'est bien qu'on parle de moi, mais pas avec mes mots, mais vous vous souvenez de moi, on s'est rencontrés, alors pour vous donner le contexte, on s'est rencontrés par hasard il y a quelques jours, par l'intermédiaire d'une banquière, qui est une personne qui a entendu parler de moi, et qui m'a mis en relation avec vous, sauf que je vous connaissais déjà. C'est ça, une remise en relation en fait. Voilà, c'est ça, on s'était pas vu depuis 14 ans. Depuis 14 ans, exactement. Je me rappelle d'un jeune homme qui effectivement voulait faire son premier achat, Ouais. qui n'avait pas forcément connu beaucoup de succès, non pas avec les dames mais avec les banques. Et donc j'ai joué mon rôle, j'ai fait mon rôle de courtier et on a réussi à trouver une solution pour que vous puissiez acheter votre premier appartement. Ouais. Voilà, c'était une époque aussi assez compliquée. En 2008, c'était une époque compliquée, juste après la crise des subprimes. Beaucoup de banquiers avaient réduit l'octroi du crédit. Et les normes s'étaient durcies. Et effectivement, on avait beaucoup de clients, dont un certain Alexandre The Grand qui est venu nous voir un peu désespéré parce que son projet ne passait pas et que c'était compliqué. Voilà. Et on a réussi à trouver une solution auprès d'un de nos partenaires. Et ça, c'est l'aventure a pu démarrer. Et l'aventure a commencé. Alors, pas dans n'importe quelle condition, puisque justement, on va parler du crédit aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais fait un crédit sur 30 ans, que j'avais assumé tout seul, parce que j'étais solitaire, on va dire, j'étais pas encore marié ni quoi que ce soit. Et j'ai fait un crédit sur 30 ans pour acheter mon premier appartement à Toulouse. Bon, on va parler un peu crédit, on est en 2022, le temps a passé. Comment ça se passe aujourd'hui pour faire un prêt immobilier? Quelles sont les conditions? Dites-nous tout un petit peu. Comment ça se passe en 2022? C'est pas simple quand même. Alors effectivement, je dirais pas qu'on est revenu comme en 2008, mais effectivement les conditions d'octroi de crédit sont quand même toujours assez complexes. Il faut montrer patte blanche comme on dit, il faut être assez précis dans sa présentation de dossier, il faut avoir une situation assez solide pour pouvoir emprunter. Rappelons quand même que le mot crédit est lié au fait de donner de la confiance. Je donne du crédit à quelqu'un, c'est quand je lui donne de la confiance. Et effectivement, il s'agit de trouver une personne, en l'occurrence un banquier, qui détient 100, 200, 500 000 euros, voire plus si affinité, et qui est prêt à faire confiance, à donner du crédit sur 10, 15, 20, 25, les 25 prochaines années, en espérant que ces 100, 200, 500 000 euros seront bien remboursés dans les années à venir. Donc il faut quand même trouver des gens qui accordent cette confiance, qui accordent ce crédit. Et ça, c'est pas toujours évident, surtout par les temps qui courent, quoi. Voilà. Bon, et aujourd'hui, si on veut faire un prêt, comment ça se passe en termes de taux? Quelle est la tendance, j'ai envie de dire, des taux immobiliers? Alors bon, avec vous, l'avantage, c'est qu'on peut remonter dans l'histoire ancienne, presque préhistorique, il y a 14 ans de ça, 2008, crise des subprimes. Les taux d'intérêt sont très hauts, on prête de l'argent à l'époque entre 4,5% et 5%. Je crois que d'ailleurs on a vu tout. Moi, j'étais à 4,75%. Voilà, donc en 4,5 et 5, on est pas mal, c'est quand même pas mal. 4,75, donc c'était juste à ce moment-là, les marchés étaient hyper contractés, les banquiers, les assureurs, tous les fonds d'investissement étaient bloqués, contractés, personne ne voulait prêter de l'argent à personne, donc comme ce qui est rare et cher, le taux d'intérêt était monté de manière très élevée, de manière très haute. Donc ça a duré quelques mois, jusqu'à ce que les banques centrales prennent des décisions fortes et mettent beaucoup d'argent, de la liquidité sur les marchés, histoire de redonner de la fluidité, redonner de la confiance, toujours pareil, toujours le même principe, entre les différents intervenants du marché. On est même rentré dans un cycle un petit peu inversé, la confiance a été telle que dans les, on va dire, 10 années qui ont suivi, de 2008 à 2018 à peu près, les banques centrales ont déversé des quantités phénoménales de liquidités sur les marchés, et du coup l'argent s'est effondré. Le coût de l'argent s'est effondré, puisque ce qui est rare est cher, à contrario, ce qui est pléthorique est pas cher. Et du coup, on est passé de taux d'intérêt à 4,5-5% pour descendre à 0,6, 0,8, 1% suivant les cas. On a eu des taux d'intérêt qu'on a fait récemment, il y a quelques temps encore, mais on prêtait à 0,75, 0,80 sur 25 ans, sur des taux extrêmement bas. Donc on a eu cette chute qui s'est faite assez rapidement après 2008, puis qui s'est poursuivie jusqu'en 2018, 2020, on a des taux d'intérêt très bas. Et là, en fait, on constate que pour différents facteurs,
c'est un peu l'inverse qui se reproduit. On a une légère remontée de taux, petite recrispation sur les marchés, qui fait que le taux d'intérêt remonte. Oui. Alors, de toute manière, ça devenait nécessaire, puisqu'il y a des taux d'intérêt très bas. On se trouvait dans une situation qui, de nouveau, rebloquait le marché, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'en fait, les prêteurs ne trouvaient plus de rentabilité à prêter leur argent, mais ils ne trouvaient plus non plus de rentabilité à placer leur argent sur les marchés. Donc, en fait, on ne savait plus quoi faire de notre argent. Donc là, maintenant, les gens, les banquiers, les investisseurs recommencent à trouver des sorties, et donc les taux d'intérêt sont en train de monter. Mais ils sont montés un petit peu rapidement au cours des derniers mois. Bon, de toute façon, là, on était proche de 0%. Donc, il y a un moment, on ne peut pas aller plus bas. Exactement. Parce qu'au final, si je comprends bien, je vais venir vous voir et c'est vous qui allez me payer pour que je fasse un prêt si on continue comme ça. Alors, oui, c'est une expression qui est effectivement un peu ubuesque, on va dire, mais qui n'est pas loin de la réalité, en fait. Parce qu'on a des clients, moi j'ai des clients qu'on a financés il y a quelques mois, comme je vous dis, sur 25 ans à 0,75, avec le phénomène qu'on connaît aujourd'hui, dont tout le monde a entendu parler, qui est l'inflation qui revient. Voilà. Quand on a une année ou un mois où on a une inflation à 4%, et bien effectivement, les gens qui ont emprunté à 0,6 ou 0,8 et fixent sur 25 ans, leur mensualité à 600, 800 euros, 1000 euros qui a été faite il y a 2 ans, au fur et à mesure du temps qui passe, et a fortiori quand on a donc de l'inflation, cette mensualité à 800 euros, elle a moins de valeur, elle perd de la valeur. Et donc effectivement, les gens qui ont emprunté à l'époque 2020, 2021, 18, etc., aujourd'hui, pratiquement, on les paye parce qu'ils ont fait du crédit. Ouais, tout à fait. Disons que c'est aussi sur ça que ça devient très intéressant, c'est que l'effet de levier sur l'immobilier, je veux dire, on a une base fixe tous les mois pendant 20 ans, par exemple, mais par contre, avec le taux d'inflation que l'on a et notamment la rentabilité qu'on peut avoir, qui est peut-être 7, 8, 9, 10% ou plus sur certains investissements, clairement, ça vaut encore plus le coup aujourd'hui, quoi. Complètement. Finalement. D'accord. Ça, c'est un effet qui a, effectivement, moi j'ai toujours essayé d'orienter mes clients vers le fait de faire le maximum de crédit et le minimum d'apport. Oui, bien sûr. Notamment, bon, alors effectivement, quand on était sur des taux à 4,5%, 5%, la question peut se poser. Mais même à 3%, à 2%, quand les taux ont baissé, et à fortiori évidemment sur des taux à 0,6 ou 0,8, il n'y a pas de question. Il faut faire le maximum de crédit possible et garder au maximum son épargne. Donc aujourd'hui, on peut encore faire ce que j'ai fait moi ces derniers jours. J'ai encore fait un prêt immobilier. J'ai fait du 110%. Donc on peut encore faire du 110%. Alors on peut essayer de demander du 110%. Ça, on peut le demander déjà. On peut le demander. Ça c'est effectivement une bonne chose. Sachant qu'effectivement une des règles qui est un peu banale mais qui pourtant est la réalité, c'est qu'on ne prête qu'aux riches. Donc effectivement, je conseille souvent à mes clients de garder de l'épargne parce que s'ils veulent faire une opération dans quelques semaines ou dans quelques mois ou dans quelques années, le banquier regardera toujours ce qu'ils ont de côté pour assurer en cas de pépin. Donc si le premier achat, je dis n'importe quoi, on fait un appartement à 100 000 euros, on a 50 000 de cash, on investit 50 000, on fait 50 000 de crédit, on va être embêté pour le deuxième projet. Alors qu'en faisant peut-être 10 000 euros d'apport sur le premier projet, on garde 40 000 et on a de quoi amorcer ou justifier le fait de faire un deuxième, voire un troisième, voire un quatrième projet. Voilà. Donc le fait de garder de la trésorerie est toujours un élément très important, au-delà de l'effet de levier, au-delà de l'effet juste, je dirais, comptable de l'opération. Si on veut réitérer les opérations, garder de la trésorerie est toujours une bonne idée. Et puis je dirais une gestion en bon père de famille. Si demain on a un pépin, il vaut toujours mieux avoir du cash sous le coude que de devoir en catastrophe vendre un appartement ou un bien immobilier pour retrouver de la liquidité dont on aurait besoin pour un problème quelconque ou un besoin quelconque. Tout à fait. Voilà. Disons qu'après il y a aussi une chose qui est importante, ça moi je l'ai remarqué beaucoup dans mes différents investissements que j'ai faits, et ça a toujours été un élément clé depuis 2008. C'est que bon, moi j'ai toujours été un bon épargnant depuis très jeune. Et l'élément, je dirais, qui me permettait de dire au banquier, je lui force la main à me prêter de l'argent, c'était de lui dire, regardez monsieur le banquier, vous prenez pas trop de risques avec moi parce que j'épargne. Donc, si j'ai un pépin, je peux assurer une certaine somme d'argent tout de suite en cash. Et donc du coup, je peux faire du crédit. Et ça a toujours été un élément clé pour moi. Et ça a toujours marché comme ça pour moi d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est même sur 2 niveaux, c'est-à-dire que si mettons tous les mois vous arrivez à mettre 100 euros de côté, ça veut dire que chaque mois vous êtes en capacité de rajouter 100 euros dans le budget pour payer une mensualité ou autre. Et en plus, si vous détenez, grâce à ces 100 euros que vous avez mis de côté régulièrement, si vous détenez 10 000 euros, ça veut dire qu'effectivement vous pouvez aller piocher en cas de pépin. Important, si vous aviez une chaudière à remplacer ou un trou dans la location ou n'importe quoi. Pour donner un ordre de grandeur aujourd'hui, la règle à peu près c'est d'avoir un an de loyer
à disposition. Donc si on fait une opération où on espère avoir 500 € par mois, donc 6 000 € par an de loyer, eh bien c'est bien d'avoir à peu près une épargne qu'on conserve à peu près à hauteur de 6 000 €. Voilà. En gros, c'est un ordre de grandeur, c'est pas écrit dans le marbre, hein, c'est pas une règle d'or, mais c'est un ordre de grandeur qui permet de dire au banquier, bon, s'il y a un trou de location, bon an mal an, mettons que l'appartement, il faut un peu de temps pour expulser les gens, il faut faire un peu de rénovation parce que l'appartement était un peu endommagé et il faut le remettre en location, donc pendant un an, je n'ai pas de loyer qui rentre, ben, mon emprunteur, à qui je fais confiance encore une fois, est capable de tenir cette année-là parce que les 500 € de loyer qu'il ne touche pas, il les a déjà de côté, il les a déjà épargnés. Disons qu'il y a une règle d'or qu'il faut toujours se donner quand on fait de l'investissement locatif, c'est qu'il ne faut jamais être dans l'urgence par rapport à l'aspect finance. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un coussin de sécurité, et plus il est gros, et plus on est tranquille, et moins on se met de pression. Et à ce moment-là, ça veut dire que concrètement, on ne devient pas potentiellement un bon vendeur qui va devoir être obligé de vendre très très vite et devenir quelqu'un qui va être obligé de se dire je me débarrasse d'un bien immobilier, donc je le vends pas cher et finalement je vais être dans une spirale infernale, c'est que je vais devoir vendre vite, donc je ne vais pas pouvoir profiter du meilleur prix et finalement je m'enfonce dans mon problème. Et le but de pouvoir toujours épargner plus, c'est un moyen aussi de se rassurer aussi psychologiquement parlant. Parce que moi, par exemple, là en ce moment, j'ai 2 appartements que je vais remettre à la location ces jours-ci. Donc j'en ai 2 vides. Sur mon parc immobilier, je ne le sens pas trop parce que j'ai de l'épargne, mais j'ai d'autres appartements qui tournent à côté. Donc mes 2 appartements qui ont un crédit, même s'ils sont vides quelques jours, c'est pas grave. Mais parce que ça, je l'ai prévu dans mon plan d'action. Mais c'est un plan d'action sur le long terme. Sur le long terme. Et voilà. Depuis 2008, on a eu le Haut Conseil de la sécurité financière qui est arrivé. C'est un peu le gendarme de la finance, quelque part. Un petit peu. Il a changé quand même les règles là, ces derniers mois et depuis 2021. Qu'est-ce que vous pourriez dire simplement sur cette nouvelle donne qui est quand même très imprégnée dans notre système et qui fait peur aujourd'hui? On entend beaucoup de parler de choses. Vrai, pas vrai. Qu'est-ce qu'il en est en fait? Alors, le HCSF, le Haut Conseil de la stabilité financière, D'accord. est un organisme effectivement qui est en partie géré par la Banque de France, et il y a des cadres de la Banque de France qui interviennent, et également des gens des différents ministères, notamment le ministère des Finances. Okay. Donc comme son nom l'indique, cette autorité est là pour réguler et stabiliser le marché financier et éviter des gros déséquilibres qui pourraient se produire. Donc on pourrait dire que c'est un peu comme le prud'homme ou autre, c'est un sage de la finance. Bon. Effectivement, ce Haut Conseil de la stabilité financière, fin 2019 et fin 2020, a produit, il y en a eu d'autres entre-temps, mais 2 grosses publications qui sont venues un petit peu handicaper la production et l'octroi de crédit, notamment parce qu'ils ont mis en place une règle qui était un peu implicite, mais qu'on pouvait un peu contourner, qui était la règle des 33 ou 35% d'endettement maximum. Donc cette règle, elle a été d'une part actée, définitivement, et elle est rentrée dans un premier temps sur une très forte recommandation du HCSF, puis c'est devenu une obligation. Premier élément, donc de temps en temps on avait des banquiers qui s'étiraient un peu l'oreille parce que, évidemment, 33% pour quelqu'un qui gagne 2 000 €, 33% pour quelqu'un qui en gagne 10 000 €, c'est pas la même chose. Il y a ce qu'on appelle le restant à vivre qui vient impacter. Et donc effectivement, on pouvait monter à des 35, 40. Moi j'ai rencontré des banquiers qui m'ont dit faire du 45, voire du 50% d'endettement sur quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois et qui en épargne 5 000, ça me choque pas. Mais là, le HCSF a mis le haut là sur ce type de production. Ils ont également demandé à ce qu'on réduise la durée moyenne de crédit, donc supprimer justement les prêts sur 30 ans. Désolé Alexandre, voilà, 14 ans plus tard, on ne pourrait plus refaire ce qu'on a fait à l'époque. Ce qui enlève aussi de la capacité de crédit. Et autre élément qui est venu impacter les choses, alors ça c'est un peu difficile à expliquer, c'est la façon dont on prend en compte les revenus locatifs, c'est-à-dire que le commun des mortels dit, je fais un chiffre simple, j'ai 1 000 € de mensualité et j'ai 1 000 € de loyer perçu, je suis à 0, j'ai 0 effort d'épargne à faire. Or, certains banquiers pratiquaient comme ça, en disant 1000 moins 1000 égale 0, c'est bon, vous pouvez faire un investissement de plus, voire un investissement de plus, voire un autre, tant qu'on était à l'équilibre. Voilà. Alors parfois, si on était à 1000 € de mensualité et 800 € de loyer perçu, ça faisait une charge de 200 €. Est-ce que vous pouvez assumer cette charge de 200 € ou pas? Bon. Maintenant, c'est plus comme ça. Le HCSF a demandé à ce qu'on prenne en compte les loyers perçus dans la catégorie revenus et les crédits contractés dans la catégorie charges.
et que cela intervient dans la somme des revenus, dans l'ensemble des charges, et on fait le ratio charge sur revenu. Et il faut, dans ce cadre-là, rester néanmoins à 33% hors assurance, 35% assurance incluse. Donc ça fait quand même beaucoup de paramètres qui sont venus handicaper la production de crédit, à la fois sur les jeunes primo-accédants qui n'auraient pas beaucoup d'apports, ce genre de choses, mais également sur les investisseurs. Les investisseurs ou les multi-investisseurs, les investisseurs récidivistes, on a effectivement des blocages qui se sont présentés. Voilà. Donc effectivement un ralentissement des difficultés pour les investisseurs compulsifs. Ce qui veut dire que quelque part on doit mettre un peu plus d'apport, certainement dans certains cas. Alors on peut mettre un peu plus d'apport, donc aujourd'hui on est en train de développer des stratégies un peu différentes. On avait jusqu'à maintenant parfois une réticence des banquiers sur les SCI, la création SCI. Ça reste toujours le cas. La SCI est un outil à manipuler de manière très prudente, mais pour autant qui, sur ce plan-là, parfois réduit les soucis d'octroi de crédit, parce qu'on va avoir une société civile immobilière qui va être considérée comme une entité à part, dans laquelle on logera les crédits et les charges en dehors des crédits et des charges du foyer. Et donc cette SCI pourra être un levier aussi pour emprunter de l'argent. Voilà. Mais on a quelques banquiers qui ont développé des produits un peu atypiques, qui sont en train d'être testés, parce qu'évidemment on se rend compte, et c'était une évidence, si le HCSF m'a passé un coup de fil, j'aurais donné les conclusions avant la publication de leurs recommandations, c'est qu'aujourd'hui on a une réduction de la production de crédit, notamment pour les investisseurs. Donc certains banquiers cherchent à mettre en place des stratégies, des produits un petit peu atypiques, pour essayer de contourner ou de trouver des solutions et de pouvoir prêter à des gens qui néanmoins restent des bons emprunteurs. Parce qu'ils ont du patrimoine, parce qu'ils ont de l'épargne, parce que les investissements qu'ils font ont des rentabilités raisonnables, parce que ce sont des investissements qui sont bien placés, donc qui de toute manière, si demain il y avait un pépin, seraient revendus rapidement sans une grosse perte. Voilà, certains paramètres de prudence qui font qu'on peut continuer à investir. Alors moi personnellement, par exemple, mon banquier m'a déjà prévenu. Sur le dernier prêt que j'ai fait ces derniers jours là, il m'a dit pour la prochaine affaire, je vous préviens, c'est SCI obligatoire. Voilà. Et ça c'était début 2022. C'est ça, voilà, effectivement. Donc on sent qu'il y a des nouveautés là qui se créent. Exactement, et c'est qu'à un moment donné, à force de devoir dire non, je peux pas, alors qu'on a des profils. Là on est en train de traiter un dossier, on a un monsieur qui est pharmacien, qui a une situation assez sympathique, une pharmacie qui existe depuis fort longtemps, qui a une très belle rentabilité, il n'y a pas de souci. Par prudence, il se verse des salaires tout à fait raisonnables et il laisse une bonne partie du bénéfice dans la pharmacie. Son épouse est cadre avec des revenus tout à fait sympathiques. Et pour autant, malgré son propriétaire de résidence principale, donc voilà, un profil tout à fait respectable, correct, très bien. Premier investissement locatif, ça y est, on est à 35%, on ne peut plus faire le deuxième. Donc on est déjà en train de chercher des parades dès le deuxième investissement locatif. Alors qu'on a des gens qui partent sur un investissement qui ne sera pas forcément un investissement déraisonnable, qui sera maîtrisé dans un lieu où ça se loue, avec une rentabilité, je crois que le produit qu'ils sont en train de chercher, cherche aux alentours de 7% de rentabilité, ce qui est tout à fait honorable en plein centre-ville. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir intervenir, mais les raisons techniques qui viennent se présenter avec le HCSF, viennent bloquer le système. Donc effectivement, la tendance vers les SCI commence à revenir un peu à la mode. Une dernière question qui me brûle les lèvres, on a parlé du reste à vivre tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au reste à vivre? Parce que c'est quand même un élément important. Par exemple, il y a des gens qui gagnent bien leur vie. C'est vrai que tout à l'heure, on disait que quelqu'un qui peut gagner 10 000 euros, ce qui n'est pas courant, mais si on prend un salaire un peu plus correct, je dirais de 3 000 euros par mois, comment est-ce qu'on calcule le reste à vivre alors pour les gens qui veulent savoir? Alors le reste à vivre, c'est simplement la différence entre les revenus desquels on va déduire et retirer les charges. D'accord, et c'est cette somme-là qui va être considérée comme le restant à vivre. Aujourd'hui, c'est un critère qui est devenu moins discriminant que par le passé. On avait encore une fois des gens à qui, dès lors qu'on pouvait prouver aux banquiers qu'on avait un restant à vivre considérable, on pouvait poursuivre des investissements. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Le taux d'endettement reste assez important. Bon an, mal an, pour être assez stable et dans la moyenne, les banquiers apprécient d'avoir à peu près 800 euros de restant à vivre pour un couple. Et en moyenne, on va dire, pour être tranquille, à peu près 400 euros par enfant, ou personne à charge. C'est la moyenne. Après, on a des banquiers qui vont être sur des profils un peu plus élitistes, qui voudront un peu plus de marge. Forcément, s'ils demandent plus de marge, c'est qu'eux-mêmes sont capables d'aller plus loin en termes d'intervention. Et quelques banquiers qui vont être plus sympas, qui vont intervenir un peu plus bas.
mais qui vont être plutôt sur des profils un peu plus modestes, sur des opérations un peu plus modestes. Donc on ne pourra faire que peut-être une opération, 2 opérations locatives avec ces banquiers-là, qui seront un peu plus souples sur ces premières opérations et qui s'arrêteront très vite quand même par ailleurs. D'accord. Voilà. Mais en gros, les grandes masses, c'est ça. Donc un couple avec 2 enfants, ça fait 800, plus 400, ça fait 1600. Donc si on a 800 € de loyer, de crédit pour la résidence principale, il faut être à peu près à 3500, 4000 € de revenus pour le couple pour qu'on puisse glisser un investissement locatif. D'accord. Dans les grandes lignes. Ok. Et pour finir, qu'est-ce que vous voudriez dire à notre audience, je dirais, qui nous écoute? Parce que bon, quand même, les tendances sont en train de changer depuis de nombreuses années, les Français sont de plus en plus endettés, la situation économique est quand même grave. Qu'est-ce que vous voudriez donner comme conseil? Alors, la réussite de votre projet passera par une bonne préparation. Rencontrez-nous, envoyez-nous un dossier complet, on regardera l'ensemble des documents, l'ensemble des justificatifs, pour être en mesure de présenter votre dossier dans les meilleures conditions à nos partenaires prêteurs. De là, vous aurez toutes les garanties pour réussir votre projet immobilier dans les meilleures conditions. La préparation, on est là pour ça, on est à votre disposition. Allez, ça marche. Bon, merci beaucoup Gilles. Avec plaisir. Allez, tchuss, bye bye.